Bonjour, je cherche le... Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité et pour présenter justement un travail qui a été fait depuis 2009 et qui est encore en cours sur les pratiques professionnelles en matière de TSO. Ce travail a été entrepris par l'ANITEA et fini par et se poursuit avec la Fédération Addiction. Alors pourquoi il y a eu, c'est pas un changement qu'il y a eu. La Fédération Addiction a pris naissance, si on peut dire, au début de l'année 2011 et elle a pris naissance à partir de la fusion de l'ANITEA et de la F3A. C'est pour ça qu'au départ le travail a été débuté par l'ANITEA et maintenant on parle de la Fédération Addiction. Alors, pourquoi avoir engagé cette étude? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les traitements de substitution, c'était en 2009 où on a débuté, avec 15 ans. La MM de la méthadone et du Subutex avait à peu près 15 ans. Les pratiques professionnelles ont évolué, les usagers ont évolué, et il semblait qu'il existait une certaine hétérogénéité dans les pratiques professionnelles. Donc, la Fédération Addiction voulait vérifier cette hypothèse de l'hétérogénéité, définir des principes, alors des principes qui ne sont pas des recommandations, qui ne sont pas des principes formels, mais qui sont des principes professionnels partagés par l'ensemble des intervenants autour des pratiques de TSO. Tout ça pour favoriser une dynamique de réflexion à partir des pratiques TSO et aussi d'évolution de ces pratiques au niveau du réseau de la fédération, mais aussi au niveau de l'ensemble des professionnels. Alors, la Fédération Addiction, je me tromperai des fois je dirais l'ANITEA, des fois la Fédération Addiction. La Fédération Addiction a choisi une méthodologie participative. Elle voulait partir de l'expérience professionnelle des professionnels, justement, et remonter pour aller jusqu'à des principes qui seraient approuvés par les professionnels. Donc ceci s'est fait en 4 étapes. La première partie, en tout cas, s'est fait en 4 étapes. Cette première partie est actuellement achevée. Donc la première partie, c'est un questionnaire de lancement. Alors ce questionnaire a été élaboré. Alors d'abord, comment s'est organisée la logistique de ce travail? Alors la logistique s'est organisée autour d'un comité de pilotage dont le référent est Alain Morel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et nous avons aussi une chargée de mission qui est Dominique Meunier. Alors ce travail a été soutenu par la DGS. Et donc, le soutien financier de la DGS nous a permis d'avoir un chargé de mission pour nous aider dans ce travail. Parce qu'au niveau du comité de pilotage qui est formé de professionnels, nous ne voyons pas comment nous aurions eu le temps de mener à bien tout ce travail. Donc, cette chargée de mission a vraiment fait un gros travail de logistique, de rédaction. Donc, la première étape, c'est un questionnaire. Alors, c'est un questionnaire quantitatif et qualitatif qui a été envoyé à tous les XAPA, donc à 324 XAPA, mais pas que les XAPA adhérents à la Fédération Addiction, puisque sur ces 324, il y en avait 165 qui étaient adhérents. Alors le taux de retour de ces questionnaires était de 90, ce qui est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du questionnaire, on demandait donc aux XAPA s'ils étaient d'accord pour participer à la deuxième étape. La deuxième étape, alors c'est des entretiens sur site, c'est-à-dire sur les XAPA, et ces entretiens ont été menés par la chargée de mission, donc Dominique Meunier. Alors, comment ces XAPA ont été choisis? C'est pas forcément tous les gens qui étaient dans le comité de pilotage, c'est pas les copains de la Fédération Addiction.
on a essayé de choisir les XAPA en fonction de leur spécificité, c'est-à-dire des XAPA associatifs, des XAPA hospitaliers, des XAPA résidentiels, des XAPA en milieu rural, des XAPA en milieu urbain, des XAPA avec délivrance de traitement de substitution sur place, des XAPA sans délivrance de traitement de substitution sur place. Donc Dominique Meunier a fait un tour de France. Elle a interviewé donc 17 structures et ces interviews se sont passées en 2 temps. Le premier temps, c'était des entretiens individuels avec des professionnels, avec donc tout type de professionnels exerçant dans les XAPA, que ce soit les professionnels médicaux, donc médecins, infirmières, mais aussi le psychosocial, tous les travailleurs sociaux, les psychologues, le directeur. Voilà, donc des entretiens individuels et dans un deuxième temps, des entretiens collectifs. Alors, l'entretien collectif se faisait sur la base de 2 cas cliniques qui ont été élaborés par le comité de pilotage. Donc ces cas cliniques sont des cas cliniques qui amènent à discussion. Hein. Donc voilà pour la deuxième étape. Toutes ces étapes servant à recueillir du, entre guillemets, matériel pour élaborer le guide et pour avoir une photographie des pratiques professionnelles sur le terrain à un moment. Je crois que je vais trop vite. La troisième étape, c'est 5 journées d'échange en région. Donc sur 5 régions, il y a eu l'Aquitaine, le Centre, Île-de-France, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Les représentants de la fédération ont organisé des journées en invitant tous les intervenants qui travaillent autour des TSO, tous les intervenants des XAPA, pour d'abord présenter l'étude et dans un deuxième temps, il y avait des ateliers dont les thèmes étaient choisis en général par les organisateurs sur des sujets spécifiques. Alors, en Aquitaine, il me semble qu'on a fait des thèmes comme les relais en ville, l'accompagnement pluridisciplinaire, et un troisième dont je ne me rappelle pas. Il y avait aussi sur les analyses d'urine. C'était des points qui pouvaient soulever des questionnements. Donc, ces journées en général, il y a entre 40 et 100 participants, l'Aquitaine étant la journée où il y a eu le plus de participants. Alors, donc, tout ce matériel qui a été recueilli, je crois que je vais trop vite, voilà. Tout ce matériel qui a été recueilli autour de ces 3 étapes a servi à Dominique Meunier à élaborer un guide. Alors, je ne sais pas si le mot guide est bien choisi parce qu'il peut porter à discussion. Un guide qu'on appelle le guide TSO, mais c'est plutôt le guide des pratiques professionnelles TSO. Donc, ce guide est fait en 2 parties. La première partie, il explique la démarche, donc ce que je viens de vous expliquer. Et dans la deuxième partie, il y a 13 fiches thématiques. Et ces fiches thématiques sont partagées en 3 sous-parties. Alors, une sous-partie où il y a une photographie des pratiques professionnelles à propos justement du thème de la fiche. Une deuxième partie qui problématise ces pratiques. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ces pratiques? Et la troisième partie qui sont des principes j'aime pas dire de bonnes pratiques, mais des recommandations qui sont élaborées par la fédération et partagées par les adhérents. Donc ce guide est sorti il y a, il me semble, fin 2009, début 2010. Donc la première partie de la démarche est finie. Et là, actuellement, on est dans la deuxième partie de cette démarche. Donc maintenant que le guide est fait, il ne suffit pas en soi, ce n'est pas un guide qu'on a, il ne faut pas appliquer comme ça les choses qu'il y a écrites dedans, c'est pas forcé, tout le monde n'est pas prêt à changer tout de suite ses pratiques professionnelles s'il y a besoin de les changer, s'il n'y a pas besoin, ce n'est pas la peine. Le but de la fédération, c'est d'accompagner ce guide. Alors, comment on accompagne ce guide? Pour ça, on a 4 outils. Alors, le pôle ressources sur les TSO. Alors, ce pôle ressources, c'est le comité de pilotage
avec le référent donc Alain Morel et Dominique Meunier. Donc les adhérents ou les gens qui ont des questions à propos des TSO peuvent les envoyer par mail à Dominique Meunier et après elle fait des recherches pour répondre. Alors la dernière question, il me semble que c'était sur la délivrance de méthadone via les pharmacies d'hôpital dans les XAPA associatifs. Donc c'est une problématique qu'on a actuellement. Il peut y avoir des questions sur grossesse et TSO, enfin différentes questions, et le comité de pilotage répond. Le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est une nouvelle formation au niveau de l'unité de formation de la Fédération Addiction. Donc il y a une formation spécifique sur les TSO. Et il peut y avoir aussi des formations délocalisées sur site. Après, il y a 12 journées régionales d'accompagnement du guide TSO. Donc, il y en a qui ont débuté et il y en a qui se feront jusqu'à fin 2012. Et après, il y aura une évaluation de ce guide, voir si les recommandations ont permis de faire réfléchir et éventuellement évoluer les pratiques. Alors, à partir de ce constat, donc de cette image des pratiques professionnelles à un instant T, on a vérifié la première hypothèse de l'hétérogénéité de ces pratiques. Alors, on s'est demandé pourquoi les pratiques étaient donc hétérogènes. Alors, comme modèle explicatif, on a donné un modèle explicatif qui est ce qu'il est. Donc, il y a 3 invariants dans la construction des pratiques professionnelles. Donc, les invariants sont la problématique de l'usager autour des TSO et de sa dépendance majeure aux OPAC. Le deuxième invariant, c'est l'expertise des acteurs de terrain. Et le troisième invariant, c'est l'échelon décisionnel, donc les pouvoirs publics qui vont faire soit des injonctions, soit des négociations pour mettre des TSO en place ou pour, par exemple, le pharmacien dans les XAPA, des choses comme ça. Et après, il y a 3 variables qui font que, justement, il y a cette hétérogénéité dans les pratiques. Alors, la première variable, c'est le processus de constitution des équipes et surtout l'histoire de la structure. Est-ce que la structure s'est créée autour des TSO ou est-ce que la structure existait avant, ce qui est le cas de pas mal de structures associatives, et les TSO sont arrivés dans un deuxième temps. Quand les TSO sont arrivés dans un deuxième temps, ça veut dire parfois aussi que la médicalisation est arrivée dans un deuxième temps, ce qui peut aussi expliquer une certaine hétérogénéité dans les structures. Donc, la place des TSO dans l'accompagnement, comment sont vus les TSO? Est-ce que c'est l'élément principal de la prise en charge? Est-ce qu'il a un rôle secondaire ou est-ce qu'il a un rôle encore plus éloigné et que ce qui compte, c'est le reste de l'accompagnement? Et ce qui compte aussi dans l'hétérogénéité, c'est l'implantation du XAPA et ses relations avec l'extérieur. Un XAPA rural, un XAPA urbain, est-ce qu'il a beaucoup de partenaires extérieurs, est-ce qu'il en a pas? Comment il marche avec les médecins de ville, comment les relations se font? Je ne sais pas trop combien de temps il me reste. 5 minutes. Bon, alors je vais faire... OK. Donc là, je ne vais pas tous vous les énumérer. Donc là, voilà les fiches thématiques, il y en a 13. Je vais vous en présenter rapidement 3. Donc, la construction de l'accompagnement des personnes. Alors, le TSO doit être accessible sans délai inutile. Alors, certains pourront dire, ça veut dire quoi les délais inutiles? Et le TSO doit être mis en place immédiatement si nécessaire. Alors, le TSO, c'est une prescription qui est médicale. Donc, l'indication est médicale et l'accompagnement MPS, ça veut dire médico-psychosocial. Et c'est l'évaluation de l'équipe. Donc, les deux choses sont en lien, mais ne se font pas forcément en même temps. Donc, voilà ce qui, à mon avis, est très important. C'est que prescription et accompagnement peuvent se décider dans des temps différents.
On peut commencer le TSO et après l'accompagnement viendra. Et souvent, je pense que tout le monde s'en rend compte, à partir du moment où le patient a son traitement mis en place, il accède plus facilement au reste de l'accompagnement puisqu'il vient régulièrement. Et la prescription ne doit pas être conditionnée à l'accompagnement psychosocial, mais l'accompagnement et la prescription doivent se faire en concertation et articulation. Mais les deux peuvent être dans des temps différents. C'est toujours un peu la même chose. Donc l'accompagnement ne doit pas conditionner l'accès au TSO. Ce qui veut dire que, à partir du moment où le patient a été vu, où l'usager a été vu par le médecin, le traitement peut commencer ou continuer si jamais il a déjà pris dans la rue, ce qui nous arrive souvent nous. Et il aura dans un deuxième temps une consultation avec l'assistante sociale ou le psychologue s'il le souhaite. Alors là, c'est à peu près la même chose, donc je vais passer. Et les relais, je vous montre aussi l'affiche sur les relais des usagers en ville. Alors le relais se prépare en amont, donc à la limite, peut-être dès que le patient fait sa demande de traitement de substitution, on peut déjà commencer à évoquer le relais. Alors pour ça, il faut mettre en place des outils de coordination avec l'extérieur. Alors en cas de relais de la prescription en médecine de ville, l'accompagnement psychosocial peut se poursuivre au centre si le patient le désire et s'il y a un accompagnement psychosocial. Et la place du XAPA est un centre ressources et un centre pivot. Je finis. Voilà. Ce qui est préconisé, c'est des allers-retours XAPA médecine de ville. Voilà, le XAPA est vraiment le centre ressources. Le patient peut être relayé en médecine de ville ou en pharmacie d'ailleurs, et quand il y a des problèmes, le patient peut revenir au XAPA. Alors, merci pour votre attention et de vous être levé tôt, c'est gentil.